Vous savez, le jeu vidéo, c'est quand même génial. Prenons au hasard un petit jeu, un certain Sekiro. Ici, à ce moment précis, comment est-ce que je peux me déplacer? Je peux avancer, reculer, sauter, me laisser tomber en contrebas, aller à gauche et à droite, ou carrément appuyer sur un bouton pour activer mon grappin. Ça nous donne 7 options de déplacement. Et autant vous dire que c'est beaucoup. Ces options de déplacement témoignent de l'évolution parfois exponentielle du jeu vidéo. Mais depuis quelque temps, il est dans une impasse le jeu vidéo. Les 3 dimensions sont maîtrisées depuis globalement 25 ans, les genres de jeux les plus populaires et novateurs ont été révolutionnés plusieurs fois, et l'aspect graphique et le réalisme deviennent tellement poussés qu'on en est au stade où Rockstar Games se vantait il y a 5 ans de la présence de testicules rétractables dans Red Dead Redemption 2. Et quand tu atteins un niveau de maîtrise qui te permet d'ajouter des couilles rétractables à un futur steak Findus, c'est compliqué d'aller ne serait-ce qu'un tout petit peu plus loin sur le chemin de l'innovation. Un jeu qui questionne sa raison même d'être et les codes du jeu vidéo, déjà fait. Et plusieurs fois. Un jeu qui joue sur la dimension spatiale pour bouleverser les habitudes du joueur, déjà fait, et plusieurs fois. Un jeu qui joue sur le temps, là déjà, il y a manière à beaucoup plus trouver matière à débat. Le temps. C'est compliqué de le définir clairement, demandez à la mythologie grecque qui a inventé 3 personnifications du temps pour s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a de base un peu plus manière à discuter. Bonjour, bonsoir, suivant l'horaire de la journée, ici Amano, et la phrase d'accroche tombe parfaitement bien puisqu'aujourd'hui, on va parler du temps dans le jeu vidéo. L'aspect du temps qui est probablement le plus utilisé dans le jeu vidéo, c'est tout ce qui touche à du chronométrage. Et on en trouve des traces dès le début de l'existence du jeu vidéo. Prenons un autre petit jeu pas très connu qui n'a pas marqué les esprits, Pac-Man. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Pac-Man, pour plutôt me concentrer sur un passage bien précis du jeu. Celui qui suit le moment où vous récupérez une super Pac-Gomme, et où Pac-Man devient invincible, et où vous pouvez récupérer les objets en toute tranquillité, et même tuer les fantômes pour marquer plus de points. Oui je sais, tuer des fantômes, posez pas de questions, je vous rappelle que Pac-Man a été imaginé par un mec qui bouffait une pizza. Cette période de temps, cette limite de temps, est à l'opposé complet de l'imagerie complète qu'on se fait d'une limite de temps. Parce que là, si je vous demande de me décrire en un dessin ce qu'est une limite de temps dans un jeu vidéo, vous me ferez sans doute quelque chose comme ça. Un gros chrono qui affiche le temps qui reste pour finir un truc. Ça, c'est de l'art. Et c'est tout à fait normal de penser ça, parce qu'il s'agit tout simplement de l'usage du temps le plus répandu dans le jeu vidéo. Mario, Sonic, Metroid, Tony Hawk, c'est présent un peu partout. Concrètement, cette forme de limite est assez simple. Vous avez un timer qui représente le temps qui vous est imposé, et vous devez tout faire pour finir le niveau ou une tâche spécifique avant la fin de celui-ci. Ça peut être de terminer un niveau, comme dans Mario Sonic, ça peut être d'accéder à un point précis de la carte, comme dans Metroid, ou ça peut être de battre un connard de boss en temps limité avec ce fils de pute de Persona 5. Cette limite de temps est assez simple à mettre en place et se retrouve un peu partout sous plein de variantes. Déjà, elle peut être tournée de manière à être un chronomètre et non pas du temps restant. Prenons les premiers Sonic. Ok, on l'a dit, si vous arrivez à 10 minutes de temps passé dans un niveau, vous perdez une vie. Mais ce chrono est surtout là pour appuyer l'aspect vitesse du hérisson, en vous incitant à passer le moins de temps possible dans chaque niveau. Cette idée, qui est d'ailleurs devenue une constante dans les Sonic, est présente dans pas mal de jeux, surtout de courses, qui affichait le temps mis à la fin d'un niveau ou d'une course. Concrètement, c'est surtout repérable par le fait que le chrono n'arrive pas à 0, mais que c'est juste un chrono qui part de 0. Et c'est d'ailleurs cette idée de chronomètre qui va donner naissance aux premières compétitions de vitesse de l'histoire du jeu vidéo. Dragster, Super Mario Kart et même les Metroid. On pourrait aussi vite fait citer Doom, qui permettra en plus d'enregistrer une vidéo de la partie, ce qui est régulièrement cité comme pierre angulaire de la préhistoire du speedrun. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. La limite de temps peut aussi être tournée dans le sens inverse, comme ce que j'ai évoqué avec Pac-Man, à savoir une période de temps courte qui arrivera quoi qu'il arrive à 0. Ici, on pensera surtout à ce qu'on appelle des power-up, des objets ou autres qui renforcent le personnage du joueur. L'étoile de Super Mario Bros, Super Sonic, les plumes d'or de Banjo-Kazooie, la sucette de Kirby, le métamode de Xenoblade Chronicles X,
Le bullet bill de Mario Kart, les exemples sont nombreux et le principe reste le même. Réussir à accomplir le maximum d'actions et avancer le plus possible dans vos objectifs pour profiter au maximum de l'invincibilité que vous offre l'objet, qui en plus de ça est généralement rare. Si on reprend mes 6 exemples, le plus courant serait le bullet bill, qui lui est équilibré différemment qu'un simple power-up. Il vient d'un jeu multijoueur, il est donc surtout destiné aux joueurs qui sont en difficulté dans la partie, et donc aux joueurs qui seront dans les dernières places du classement. Sinon, dans les exemples plus classiques, les plus courants seraient les plumes d'or et le métamode, qui sont plus conçus pour être des possibilités à haut risque, haute récompense. Les plumes d'or sont en quantité très limitée, et le métamode vous demande d'utiliser des points de tension qui auraient pu vous servir à ranimer un de vos compagnons. Pour continuer la thématique des limites de temps pas très classiques, on pourrait aussi parler des jeux où vous devez survivre durant une durée de temps qui vous est imposée. Par exemple, Vampire Survivor, où vous devez survivre 20 minutes dans un niveau, plutôt que d'avoir 20 minutes pour le finir le niveau. Prenons Five Nights at Freddy's, série de point and click d'horreur iconique de la dernière décennie, et je vais le dire à la française parce que mon accent anglais est dégueulasse. Le concept des 5 nuits chez Freddy est simple. Vous êtes un garde de nuit d'un bâtiment, souvent d'une pizzeria, mais aussi parfois d'une attraction d'horreur ou d'un complexe souterrain chelou. Et vous devez survivre 5 nuits pendant que des animatroniques tentent de vous choper pour sans doute vous faire autre chose que vous jouer une petite chanson. Ici, dans FNAF, le temps n'est pas un ennemi, mais c'est la clé de votre survie. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans des bullet hell, où la victoire dépend généralement plus de votre capacité à éviter les attaques et à rester en vie sur la durée, plutôt que de votre agressivité. Plutôt facile, vous allez me dire. Ok, prenons Taureau. Voilà le genre d'attaque que vous devez éviter. Dans le doute, vous êtes la petite merde au milieu. On peut aussi trouver cette idée dans des tower defense ou des jeux de survie, et même dans pas mal d'autres domaines. Certains mini-jeux de Mario Party tournent autour de ce concept, et on pourrait même considérer cette base de design, un temps donné pendant lequel le joueur doit survivre, comme la base de beaucoup d'autres jeux, comme le mode zombie de Call of Duty. Globalement, tout dépend de la philosophie du jeu et de la place qu'il veut donner à sa limite de temps. Par exemple, Super Mario Bros utilise dans chaque niveau une limite de temps de 5 ou 6 minutes, mais n'affiche jamais le temps qui est mis pour compléter le jeu ou un niveau. Ce qui est dans le fond assez cocasse quand on sait à quel point aujourd'hui, le speedrun de Super Mario Bros est proche de la perfection, avec un écart d'à peine 1 seconde entre la première et la 13e place. Je voulais casser l'info, peut-être qu'on en parlera un jour. A l'inverse, dans le mode Time Attack de Kula World, le chrono est bien plus mis en avant et de base bien plus serré, puisque vous n'avez que 30 secondes pour finir le premier niveau. Vous allez me dire que je triche, je prends le mode Time Attack de Kula World, que c'est fait exprès que le temps soit serré. Ok, prenons Pizza Tower, excellent jeu de plateforme, là n'est pas le sujet, qui a repris et développé une mécanique de Wario Land 4, le Switch. En gros, vous faites tout le niveau, vous arrivez à la fin, vous avez un ennemi à vaincre, ennemi qui actionne un timer une fois qu'il est battu, et après ça se finit de deux façons. Soit vous réussissez à retourner au début du niveau, et dans ce cas, bravo, soit le timer arrive à 0, et dans ce cas, c'est perdu. Les niveaux sont donc conçus pour être parcourus dans deux sens, et surtout le plus vite possible. Et petite subtilité, une fois le timer arrivé à 0, ce n'est pas directement game over. Un ennemi invincible apparaît et commence à vous poursuivre. Et là, effectivement, s'il vous touche, c'est fini. Pizza Tower fait de ce concept le cœur de son game design. Déjà, on retrouve dans la page Steam du jeu l'utilisation des termes Wario Land, ce qui fait que ma comparaison n'était pas si erronée que ça. Elle est complètement valable. Ensuite, le système de scoring, qui est lui aussi central à Pizza Tower, est beaucoup affecté par le chrono, puisque votre score va diminuer au fur et à mesure que le chrono avance. Et puis, pour pleinement donner envie aux joueurs d'aller à fond, ces deuxièmes parties de niveau, qui sont nommées le Pizza Time, possèdent une musique dédiée qui est très clairement l'une des meilleures musiques de l'histoire du jeu vidéo. Et enfin, ce système montre au joueur qu'il a clairement une marge de progression, puisque pour atteindre le meilleur rang du jeu, le rang P, vous devrez effectuer des second laps, soit faire une deuxième fois le trajet ennemi-entrée avec le temps du chrono qui n'est pas reset. Et bien évidemment, la musique est là aussi d'une qualité divine.
Et là on tient quelque chose de très intéressant. Parce que mettre un vieux chrono et dire ok il te reste 3 minutes pour finir le niveau, c'est bien. Mais réussir à l'utiliser différemment, voire le cacher, c'est encore mieux. Prenons Super Mario Galaxy 2. Et partons dans le monde S. Arrêtons-nous dans la galaxie couloir à coulisses et sélectionnons la deuxième mission, Chaos et Saumuro. Posons pied au sol dans cette section et un nuage d'ombre apparaît derrière Mario et des clones de ce dernier en sortent. Ces ennemis, nommés clones cosmiques, vont reproduire à l'identique les mouvements de Mario avec un temps de décalage que vous devrez à tout prix conserver, sans quoi vous prendrez des dégâts et chuterez jusqu'au sol. Et si au début du jeu, quand ils apparaissent sur des planètes assez sûres, franchement, ça va, ici, il y a quand même vachement plus de vide. Est-ce qu'on tiendrait pas là une forme de pression temporelle? On a une donnée de temps, à savoir l'intervalle entre l'action de Mario et celle du clone, qui va demander au joueur de s'adapter, ici en restant coûte que coûte en mouvement et en réagissant au quart de tour. Une mécanique à peu près similaire est utilisée dans le chapitre 2 de Celeste, Old Sight, où Badlin poursuit le joueur à peu près de la même manière que le clone cosmique. Cette idée de contrainte ou de pression temporelle, qu'on pourrait nommer la course-poursuite, est présente dans beaucoup de jeux, peut-être plus que le chrono au sens pur du terme. Rayman, Crash Bandicoot, Zelda Skyward Sword, SCP Containment Breach, Resident Evil. Honnêtement, vous voyez très bien ce que c'est et de quoi il s'agit, et c'est bien normal. Le jeu vidéo utilisant beaucoup cette mécanique dès qu'un passage se veut un minimum horrifique. Et en plus de ça, c'est assez simple à mettre en place. C'est juste un ennemi ou un danger environnemental qui poursuit et menace le joueur, et celui-ci doit réagir en conséquence sous peine de perte de vie et de retour à la dernière sauvegarde. Il suffit de voir le niveau corrompu de The Messenger, qui en est un excellent exemple. Ce gros truc, qui a l'air d'être une fusion d'un peu tous les nuisibles domestiques qui existent, avance vers la gauche, et le joueur doit composer avec tout ça pour revenir au début du niveau. Tout est fait pour faire stresser le joueur. Les cris de la créature, ses petits boosts de vitesse, sa taille qui fait qu'elle occupe continuellement une partie assez conséquente de l'écran, et surtout la musique au rythme très élevé. Tout est fait pour faire stresser, voire paniquer le joueur, et ça donne une séquence qui résume parfaitement ce qu'est une course-poursuite. Et puisqu'on parle de The Messenger, il va être temps d'aller plus loin. Parce que le temps n'est pas qu'une limite, et on peut le traiter différemment comme étant juste une belle période de temps avec un zéro qui rime avec finito. Restons sur The Messenger. J'ai déjà parlé de la course-poursuite du niveau corrompu, mais quand on combine les termes temps et The Messenger, on pense surtout à ça. Le voyage temporel. En gros, on trouve à plusieurs endroits du jeu ce genre de portails qui permettent de voyager 500 ans dans le passé, ou dans le futur, époques qui sont symbolisées par les graphismes du jeu. Le passé symbolisé par des graphismes 8 bits, le futur par des graphismes 16 bits. Après, tout n'est pas non plus parfait. Les modifications qu'apporte cette mécanique, introduites au tiers du jeu, elles sont assez mineures. Le monde ne change pas tant que ça soit en 8 ou en 16 bits. Et en vrai, seules 2 zones en tirent vraiment parti en changeant fondamentalement l'ambiance suivant l'époque. Les ruines célestes et la rivière turquoise. Mais ça reste tout de même sympa de voir ce genre d'ajout qui colle malgré tout très bien avec l'ambiance assez méta de The Messenger. Tant qu'à rester dans le voyage temporel, parlons de Dishonored 2 et de sa 7ème mission, la déchirure. Pour faire simple, vous explorez un manoir et cherchez à prendre contact avec Aramis Stilton, afin de lui soutirer des infos sur votre ennemi principal. Cependant, le manoir et la psyché de Stilton sont en ruine depuis un tragique événement survenu 3 ans avant les événements du jeu. Je ne rentrerai bien évidemment pas dans les détails pour ne pas spoil la merveille qui est Dishonored 2, mais un rituel a provoqué un changement de dimension du manoir, ce qui vous empêche d'utiliser vous-même vos facultés surnaturelles. Apparaît alors l'Outsider, pseudo-dieu du monde de Dishonored, qui vous donne le pendule qui vous permet de voyager 3 ans en arrière, soit pile le soir du rituel. Vous devrez alors basculer entre le manoir de 1849 et celui de 1852. Celui de 1849 est plus propre et facile à explorer, mais est jonché de gardes qui vous empêcheront d'explorer tranquillement et qui vous attaqueront à vue. A l'inverse, celui de 1852 est globalement sûr, en dehors de quelques salles,
mais l'exploration est beaucoup plus compliquée à cause de l'état du manoir. Dishonored 2 réussit là où The Messenger n'allait pas très loin. Bon, certes, en partie grâce à l'échelle plus réduite de l'utilisation du voyage temporel. Le tout est bien mieux mené, et on se sent beaucoup plus en symbiose avec le voyage temporel, là où celui de The Messenger ne devenait vraiment pertinent que dans de rares cas qui demandaient de trouver des portails afin de libérer X ou Y passages. Cependant, la méthode Dishonored n'est pas non plus sans défaut. Déjà, pour centrer l'attention du joueur sur le pendule, le jeu vous empêche d'utiliser vos pouvoirs durant toute la 7ème mission. Et c'est déjà un petit souci, parce que jusque-là, Dishonored avait une philosophie de jeu qui était bien différente, à savoir proposer aux joueurs différentes approches qui s'ancraient autour de 2 axes majeurs, l'approche létale et l'approche non létale. Afin de satisfaire ces 2 approches, Dishonored offrait aux joueurs des outils servant pour différentes situations, et qui servaient différemment selon si vous voulez être un génocidaire ou un simple infiltré. Et là, en débarquant dans le manoir, le joueur se retrouve pieds et mains liés et vit forcément la mission comme un retour en arrière. Car même une fois le pendule obtenu, les pouvoirs restent inaccessibles, et le joueur est obligé de réadapter sa façon de jouer. On sent que les développeurs étaient incroyablement fiers de leur mécanique de voyage temporel, et qu'ils voulaient absolument que le joueur repense son approche avec cette idée en tête, ce qui en soi n'est pas bête. Sauf que le pendule devient complètement inutilisable une fois sorti du manoir, ce qui est normal, puisque Dishonored 2 n'est pas centré autour du voyage temporel. Au final, vous serez frustré pendant le début de la mission, vous serez frustré en sortant, et même pendant l'instant où vous ne l'êtes pas, vous serez rarement pleinement dedans, simplement parce que ce n'est pas la première fois que Dishonored vous fera recontextualiser votre environnement. Déjà, chaque pouvoir débloqué ouvrait de nouvelles voies, et donc vous le faisiez déjà repenser cet environnement, et puis des missions étaient déjà tournées autour de ce concept, par exemple le légendaire manoir mécanique de Jindosh. Au final, la tentative de Dishonored 2 ressemble un peu à une fausse bonne idée. Oui, quand on la prend comme ça, la mission est excellente, le concept est très bien trouvé, et l'esthétique est très cool. Mais c'est pas la première fois que le jeu vous demande de recontextualiser votre environnement, et d'autres missions le font beaucoup mieux, notamment parce qu'elles ne vous empêchent pas de jouer comme vous le voulez. Mais c'est quand même possible de centrer un jeu et une œuvre autour du voyage temporel. Final Fantasy XIII Lightning Returns, Echo the Dolphin, Sonic 2006, Mario Luigi Partners in Time, le voyage temporel devient même une méthode de scénario facile pour ne pas avoir à s'embêter avec la continuité de sa série. Pensez à Banjo-Kazooie, Grunty's Revenge. Mais les cas les plus connus de ce type de jeu sont sûrement The Legend of Zelda Ocarina of Time et Chrono Trigger. Et leur manière de traiter le voyage dans le temps sont assez différentes l'une de l'autre, bien que de loin elles puissent sembler similaires. Ocarina of Time tourne son scénario autour d'un gros voyage temporel à peu près au milieu de l'aventure, une fois le premier groupe de donjons terminé. En vérité, si vous optimisez bien votre parcours et que vous ne faites aucun contenu secondaire, vous n'avez besoin de remonter le temps que 2 fois de votre propre chef. Après le temple de l'eau pour terminer le puits et récupérer le monocle de vérité, et après l'exploration du désert pour faire la première moitié du temple de l'esprit en fond. Tout le reste est purement annexe, et même en tant que tel, Ocarina of Time ne fait pas non plus un usage très poussé du voyage temporel. Concrètement, ça ne va jamais au-delà du « tu plantes un truc dans le passé », et tu vois ce qui a poussé dans le futur. C'est cool, non? Chrono Trigger, oui je vais le dire comme ça ce sera mieux, choisit un autre chemin, qui est bien plus intéressant. Déjà, vous n'obtenez un plein contrôle sur le voyage temporel qu'assez tard dans le jeu, juste avant le dernier acte en réalité. Avant ça, vous serez baladé d'époque en époque, ce qui fait que même dans un jeu qui est au départ très linéaire, vous ferez pas mal de voyages temporels. Ce qui est déjà cool. Passé l'obtention du vaisseau temporel, vous pourrez accomplir pas mal de quêtes optionnelles qui jouent sur le temps, comme cette fameuse quête où Robo le robot quittera votre groupe pour planter et faire pousser une forêt pendant 400 ans. Moi, j'aime la forêt. Mais là, on reste encore une fois assez proche de ce que pouvait faire Ocarina of Time. Et je vous ai garanti que le jeu faisait un meilleur usage du voyage temporel. Et c'est vrai. Et il le fait quand on sort du scénario et des quêtes annexes. Chrono Trigger utilise le voyage temporel à son plein potentiel quand on s'intéresse à son New Game Plus. Pour les deux qui dorment au fond, on désigne par New Game Plus un mode de jeu débloqué après la fin d'un jeu, qui permet de recommencer celui-ci avec des variations. Le jeu peut être modifié et rendu plus dur, et le joueur peut conserver plusieurs choses de sa précédente partie, comme l'expérience, l'équipement ou la monnaie. Chrono Trigger pousse ce concept ultra loin. Tout tourne autour de la mort du boss final.
Lavos qui actionne la fin du jeu. Vous l'affrontez plusieurs fois dans le jeu, et vous pouvez même directement accéder au combat final depuis un point du hub. Et si, logiquement, vous n'allez pas faire ça, tout comme vous n'arriverez pas à le battre dans les combats scriptés pour provoquer votre défaite, en New Game Plus, quand vous avez votre expérience de fin de jeu, c'est une autre histoire. Et vaincre Lavos à différents moments de l'aventure provoquera différentes fins, puisque vous aurez réglé, ou non, les conflits des différentes époques. Et ça part très loin. Par exemple, si vous tuez Lavos avant d'avoir réglé les conflits de l'an 600, ou Frog, eh bien celui-ci épousera la reine Lynn de Guardia, transformant rétroactivement toute la famille royale en grenouille, dont la protagoniste Marle. Pareil, si vous battez Lavos après avoir fini un certain donjon, vous assisterez en guise d'épilogue au tout début du jeu, pour découvrir que la Terre entière est peuplée d'humanoïdes dinosauresques. Et si vous battez Lavos au tout début du jeu, ou dans le combat scripté qui doit mener votre défaite, ce qui est du coup les deux possibilités les plus compliquées, vous rencontrerez l'équipe de développement de Chrono Trigger, avec notamment Hironobu Sakaguchi et Akira Toriyama. Chrono Trigger n'est qu'un petit exemple de ce qu'offre le voyage temporel comme possibilité, et on est loin d'avoir fini d'en parler. Chrono Trigger reste encore aujourd'hui l'un des premiers jeux qui reste en tête quand on associe les termes voyage dans le temps et jeux vidéo. Et ce, alors que le jeu fêtera ses 30 ans en 2025. Mais ça, c'est uniquement parce qu'il a centré son gameplay avec le voyage dans le temps en tête. Mais là où peu de jeux ont pensé leur game design avec le voyage dans le temps en tête, des jeux qui ont juste pensé au temps et qui ont ajouté une petite donnée, ça existe et c'est bien plus commun. Déjà, on peut citer les jeux qui font un usage assez modéré du temps, comme quelques mécaniques de gameplay assez annexes. Les jeux qui intègrent une mécanique de gameplay temporelle, donc en le manipulant, par exemple pouvoir revenir en arrière ou manipuler le temps pour me calculer une action. Prince of Persia les Sables du Temps est sans doute l'exemple le plus évident, même si on pourrait aussi citer Mega Man 11, Sonic and the Secret Wings, ou deux de mes jeux préférés, Fire Emblem Three Houses et son impulsion divine qui permet de revenir en arrière de quelques actions, et Sea of Stars avec sa magie du solstice qui permet lui de changer l'heure du jeu pour résoudre des énigmes. On pourrait aussi citer les jeux qui intègrent du bullet time, qui sont aussi une sorte de ralentissement temporel. Et là, on peut parler de beaucoup de choses. Déjà, Breath of the Wild, qui intègre le bullet time à un système risque-récompense. Pour avoir un bullet time, il faut réussir une parade. Même si bon, le bullet time de Breath of the Wild, il est très cinématique, vous pouvez pas vraiment manipuler, vous pouvez juste aller marave le putain de cochon en face qui vous a attaqué avec son gourdin. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Pour les vrais très bons exemples, on peut penser à Super Hot, qui part d'un concept simple. Tant que vous ne bougez pas, le temps s'écoule au ralenti. Mais Super Hot est un cas qui est un peu isolé, il n'y a pas beaucoup de jeux qui tournent vraiment autour du bullet time. C'est plus une mécanique qu'on ajoute comme ça parce que c'est stylé et que ça ajoute un truc en plus pour combattre. On peut citer par exemple ici GTA V qui fait ça très bien. On pourrait aussi parler de jeux qui intègrent tout simplement une donnée temporelle plus ou moins poussée. Et là, c'est la fête à la saucisse, on pourrait citer quasiment tout et n'importe quoi. Ma définition va de Skyrim qui indique l'année de votre bord de ciel dans le menu, à un RTS en passant par un Civilization qui indique la date du monde à votre tour. On pourrait aussi mettre là les jeux qui possèdent un cycle jour-nuit, avec par exemple Minecraft, qui possède un cycle qui prend place sur une vingtaine de minutes, avec une nuit qui est assez dangereuse et qui force donc les joueurs non expérimentés à adapter leur manière de jouer. Ce qui, encore une fois, est très cool. On trouve aussi dans cette catégorie trop large des jeux qui utilisent notre temps à nous. Et on va pas trop s'attarder dessus parce que généralement c'est assez mal intégré au jeu. Alors, du côté des bons élèves, on pourrait citer Animal Crossing. Et je vais pas développer, vous avez déjà joué à Animal Crossing, vous voyez de quoi je parle. Et en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Généralement, ça donne plus quelque chose de style Pokémon, qui a un cycle jour-nuit basé sur notre véritable heure réelle. C'est rarement quelque chose qui est très intéressant, ça crée même plus de la frustration de se dire que ce Pokémon incroyable qu'on cherche à attraper et à ajouter à notre équipe n'est pas dispo avant 23h. Et puis bon, ils s'en foutent tellement que dans Pokémon Lune et Ultra Lune, l'horloge, elle est inversée, parce que lol, décalage horaire. Du coup, si vous jouez à 15h, dans le jeu, il est 3h du matin, et inversement. Aussi, je sais pas où le caser, donc je vais en parler maintenant, il y a Boktai, The Sun is in Your Hands, attention, faut dire le titre en entier, qui utilise le temps de manière très originale. Et par temps, je parle pas de ça, mais je parle de ça.
Madame, monsieur, bonjour. Du soleil pour certains, mais de... Pour faire simple, la cartouche du jeu est équipée d'un capteur de lumière solaire, et plus si le capteur détecte suffisamment de lumière, plus votre arme sera rechargeable facilement. Alors, dit comme ça a l'air très con, mais l'idée est tellement stupide qu'elle en devient géniale. Même si il y a un gros défaut, c'est que je suis sûr qu'aucun breton n'a jamais réussi à terminer Boktai. Oublions cet aspect gadget idiot et évoquons très vite Assassin's Creed, qui s'attelle à faire des reproductions de villes historiques. Bon, je doute que ça soit la raison numéro 1 du succès de la série, hein. Par exemple, je doute que la raison pour laquelle Unity s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, c'est parce que tu peux voir Marie-Antoinette et explorer Paris pendant la Révolution, mais on ne peut pas nier l'importance qu'a pris cet aspect historique dans la série, au point où on retrouve dans les derniers épisodes ce qu'on appelle le Discovery Tour, où le joueur peut explorer un peu à la façon d'un musée, différentes petites pièces du jeu, afin d'en apprendre plus sur la période représentée dans celui-ci. L'usage du temps en tant que tel reste très peu poussé, et même assez gadget dans certains épisodes, mais c'est intéressant. Même si la série Assassin's Creed pourrait aller bien plus loin que juste prendre l'Égypte, mettre des pyramides et faire « Oh regardez, vous pouvez chevaucher un chameau ». Bien évidemment qu'il y a matière à plus faire, on parle d'Ubisoft quand même. Et en parlant de plus faire, il y a aussi des jeux qui utilisent bien plus le temps qu'Assassin's Creed, Boktai ou Animal Crossing. Déjà, on pourrait penser bien évidemment à la série Persona, qui en a fait une composante majeure de son game design depuis son 3e épisode. Les épisodes 3, 4 et 5 se déroulent sur une année scolaire japonaise, soit entre avril et mars. Et le jeu le fait comprendre aux joueurs en mettant en place un calendrier qui avance au fur et à mesure de l'histoire et des actions, ce qui fait que chaque action que fait le joueur va consommer du temps qu'il a à sa disposition. Par exemple, tu veux passer du temps avec un personnage secondaire pour monter son social link, sorte d'arc narratif qui apporte à terme des bonus, très bien, mais cela consommera une demi-journée de ton temps. Tu préfères monter des statistiques sociales pour débloquer de nouveaux social links et faire faux examens? Pareil, une demi-journée de ton temps. L'idée peut faire naître chez le joueur une certaine frustration. Alors, me revoilà. Parce que un persona, c'est des milliers de lignes de texte, des dizaines de social links à explorer et découvrir, c'est 80 à 100 heures de contenu. Et se dire qu'on ne va pas pouvoir tout découvrir d'un coup à cause d'un fichu calendrier, c'est frustrant. Parce que oui, découvrir un persona à 100% du premier coup, c'est impossible. À moins d'avoir un guide sous les yeux H24, ce n'est pas faisable. Et se dire qu'on va devoir reparcourir un jeu de plus de 80 heures pour découvrir de nouveaux petits arcs narratifs à cause d'un calendrier qui, en plus de ça, est injuste, parce qu'il se bloque certains jours pour le scénario, ça a de quoi frustrer. On peut se demander si ce système ne gâche tout simplement pas le jeu, et si les personnages ne seraient carrément pas mieux sans. Après tout, il empêche de pleinement profiter du contenu du jeu, et il segmente énormément la progression. Cependant, le calendrier sert spécifiquement à ça. L'idée d'avoir un calendrier qui segmente et limite la progression permet de mieux constamment poser une simple question aux joueurs. N'y aurait-il pas quelque chose de mieux à faire? Tu vas manger un burger pour monter ta stat de courage? Ok, mais t'aurais pu utiliser cette demi-journée pour aller voir ton social link de l'ermite et continuer à viser un terme à bonus intéressant, mais aussi parcourir un arc scénaristique qui l'est tout autant. Cette idée d'optimisation va jusque dans la manière dont le joueur explore les donjons. Les 3 personas apportent une limite de temps. Persona 3 est le plus soft, puisque vous affrontez un boss à chaque pleine lune, et que le temps entre 2 pleines lunes vous sert à vous renforcer, en explorant ce qui est sans doute le pire donjon de l'histoire du jeu vidéo. Mais passons. Dans Persona 4, vous devrez surveiller la météo, ce qui déjà est un concept très intéressant. En effet, une succession de plusieurs jours de pluie annoncera la fin du temps imparti pour sauver l'une des cibles. Et enfin, Persona 5 est le plus direct, en vous indiquant directement le nombre de jours qu'il vous reste pour finir votre mission. Le choix est laissé au joueur. Allez-vous focus l'exploration du donjon pour le finir en une journée, quitte à un peu galérer sur les derniers combats, ou allez-vous plutôt tout étaler sur plusieurs jours, quitte à perdre du temps pour les social links, les statistiques sociales, et bref, vous avez compris. Ce concept ajoute un côté gestion au Persona, qui est non seulement bienvenu, mais qui en plus de ça ne vampirise pas trop le joueur, et s'accorde avec les thématiques de l'histoire. Plus le temps passe, plus le calendrier avance, plus le scénario du Persona va utiliser les thématiques qu'amène le calendrier, celles du temps qui passe et de l'importance du moment présent. Pour Persona 3, ceux qui ont joué savent très bien de quoi je parle, pour les autres, je ne spoil pas. Et du côté de Persona 4 et 5, le jeu vous dit directement que vous n'avez qu'une année à passer sur le lieu de l'intrigue. Et donc, chaque moment joyeux
amical, bref, marquant, passé avec vos amis, aura un goût doux amer, puisque la fin qui approche vous reviendra forcément en mémoire. Certains arcs tirent aussi avantage de leur placement dans le calendrier pour utiliser certains clichés ou autres codes narratifs. L'exemple le plus marquant est pour moi l'arc Pyramid of Wrath de Persona 5, ou la pyramide de la colère si vous aimez pas m'entendre parler anglais. En gros, c'est un arc qui traite de la dépression, de l'anxiété sociale, bref, que de très jolies choses qu'on a envie de manger au petit déjeuner. Et une fois que tout est résolu et que la protagoniste sort peu à peu de sa dépression, les voleurs fantômes l'amènent à la plage, parce que l'arc se passe en août, et donc qu'elle puisse vraiment expérimenter la vie en société avec plein de personnes. C'est tout con, mais je trouve que ça marche quand même vachement bien. Et un dernier truc très drôle, c'est que généralement, dans les 3 personnages, le scénario accélère de zinzin et la tension dramatique augmente énormément au début du mois d'octobre. Dans le même style et en un peu plus vénère, on pourrait citer la série des ateliers. Dans la plupart des jeux de la série, on vous propose une limite de temps qui oscille entre une dizaine de mois et plusieurs années. Et après, c'est comme Persona, chaque action vous consomme du temps, sauf que là c'est directement la fin du jeu que vous avez en ligne de mire. Enfin, on pourrait aussi citer Stardew Valley qui combine les techniques de Persona et d'atelier. Stardew Valley a un système de calendrier de 112 jours par an, répartis en 4 saisons de 28 jours chacune. Et là où Persona segmentait son calendrier et orientait le joueur via ses arcs narratifs et en limitant la liberté sur certains jours, Stardew Valley fait tout l'inverse, en vous laissant une énorme liberté. Vous voulez devenir le plus grand fermier de ce patelin ? Vous pouvez. Vous voulez jouer à un clone nul de Zelda ? Vous pouvez. Vous voulez devenir ce mec chelou qui essaie de draguer tout ce qui bouge en leur offrant des cailloux ? C'est bizarre, vous êtes bizarre, mais vous pouvez. Mais Stardew Valley intègre aussi une limite à la atelier. Au début de votre 3e année in-game, le fantôme de votre grand-père sort de son EHPAD cosmique du paradis pour vous juger sur vos finances, vos relations avec les villageois, donc j'espère que vous avez évité les cailloux, le niveau des compétences de votre personnage et votre avancement des quêtes du centre communautaire. L'idée est bonne. Vous donnez un objectif à long terme dans une simulation de vie, c'est objectivement cool. Cependant, l'objectif est très mal communiqué. Le seul indice de l'évaluation est au nord-ouest de votre ferme, avec le sanctuaire de grand-père. Et déjà, c'est un coin que vous n'allez pas explorer directement. Généralement, vous allez plus vous étendre vers le sud ou à la limite un peu vers l'ouest. Mais le nord-ouest, vous allez très peu y aller, surtout au début, ce qui est le passage le plus important quand tu mets une limite de ce genre. Mais en plus de ça, le sanctuaire ne communique lui-même pas très bien ce qui va arriver, étant donné qu'il dit juste « attendre retour à l'aube de la 3e année ». D'accord, faisons comme ça. Les deux types de gestion, micro à la persona, macro à la atelier, se valent et ont chacune leur avantage et leur inconvénient. Et Stardew Valley en est peut-être le meilleur témoin. La méthode à la persona divise plus facilement le jeu en arcs narratifs et permet au jeu d'aborder certains thèmes plus facilement, mais elle enferme le joueur dans une espèce de routine qui ne devient intéressante que si elle est chamboulée par un apport scénaristique. A l'inverse, la méthode atelier peut être stressante, car la menace de la fin dans un temps précis reste présente, et surtout, elle doit être permissive et directement bien communiquée, sans quoi le joueur risque de trop patauger et de se piéger dans un cercle d'échecs constant, et même de jouer parfois 20, 30, 40 heures, alors qu'il aura dans tous les cas une mauvaise fin. On peut aussi partir dans un tout autre registre niveau gestion, et parler de Pandora's Tower. C'est un jeu très cool, sorti sur Wii, dans lequel vous devez aider votre petite amie, Elena, à guérir d'une malédiction qui la transforme lentement en monstre. Et vous devrez donc régulièrement faire des allers-retours jusqu'à votre maison, pour lui donner de la viande et reset le timer de la transformation. Dit comme ça, l'idée semble horriblement chiante, mais je vous jure, c'est très bien exécuté. Déjà, vous avez envie de l'aider la pauvre Elena, je veux dire, regardez à quoi elle ressemble quand elle est à moitié transformée, on dirait une choucroute qui a pris vie, c'est dégueulasse, et puis surtout, le timer est très bien communiqué et indiqué. De base, Pandora's Tower est créé autour de cette idée de cycle à reset, puis autour se crée et se greffe un jeu d'aventure. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec le temps. Des choses cool, comme Chrono Trigger ou Pandora's Tower. Des choses intéressantes, comme Persona, Atelier ou The Messenger. Ou encore des grands bordels scénaristiques comme Sonic 2006 dont j'ai pas parlé parce que j'ai envie de rester poli. Mais tu peux aussi aller encore plus loin. Est-ce que vous connaissez les boucles temporelles ? Parce
qu'après les limites de temps, le voyage dans le temps et le game design qui intègre le temps ou le soleil au jeu, la prochaine étape, c'est d'intégrer le game design au temps. Et derrière cette phrase bateau se cache un concept bien précis, les boucles temporelles. À première vue, on peut se demander en quoi traiter spécifiquement des boucles temporelles peut être pertinent. C'est quelque chose qui est mine de rien pas énormément traité dans la fiction, en tout cas beaucoup moins qu'un voyage dans le temps plus classique. Sauf que prenons le mot boucle temporelle et remplaçons-le par cycle. Tout de suite, ça devient plus parlant. Parce que notre réalité est un cycle. L'eau, cycle. Les journées, cycle. Les années, pareil. Certaines croyances font même de la vie humaine un cycle destiné à se terminer et à recommencer. Mais bon, vous me connaissez. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Parlons donc de jeux vidéo. Construire une boucle temporelle dans un jeu, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est encore quelque chose de faisable. Commençons gentiment avec Nier Automata. Ici, la boucle est présente uniquement pour le joueur. Nier Automata est un jeu séparé en 3 scénarios qui permettent d'accéder à 5 fins principales. Le scénario A mène à la fin A, le scénario B mène à la fin B, et le scénario C mène aux fins C, D et E. Et je n'entrerai pas dans les détails, mais là où le scénario C est le dernier d'un point de vue chronologique, le scénario B se passe lui en même temps que le A. La différence se fait au niveau du personnage que vous contrôlez. Plutôt que de contrôler l'androïde de combat 2B, vous jouerez l'androïde de combat 9S. Le jeu reste après globalement similaire, vous parcourrez les mêmes environnements et affronterez des boss généralement communs aux deux routes. Mais il y a un point où Nier Automata joue sur cette concordance, le fait que les deux scénarios se passent en même temps. Au début de la route A, vous réglez les différents paramètres du jeu, les graphismes, la luminosité, tout ça, et le jeu intègre ça de manière méta en considérant que c'est 2B elle-même qui se paramètre avec l'aide de 9S. Et dans la route B, vous jouez 9S qui aide 2B à se paramétrer. Et le jeu simule ça en vous obligeant à re-regarder le paramétrage que vous avez effectué environ 25 heures auparavant. Ici, la boucle est surtout scénaristique et ne concerne que le joueur. Vous êtes celui qui partait du début de la route A, qui l'effectuait en entier et qui après revenait pour le début de la route B. Les personnages ne font pas ça, ils vivent l'histoire une seule fois. C'est seulement vous qui la reparcourez avec un nouveau point de vue. C'est un cas assez similaire à Undertale. Undertale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sublime RPG 1D qui est l'un des jeux majeurs de la dernière décennie. En gros, Undertale se base sur un concept simple. Vous n'êtes pas obligé de tuer les ennemis que vous croisez, mais vous pouvez aussi devenir leurs amis. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est son aspect méta, qui devient de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on approche des fins du jeu. Les fins du jeu qui sont déterminées globalement par le nombre d'ennemis que vous avez tués et le contenu annexe que vous avez fait. Si vous avez accompli les quelques quêtes annexes, exploré le True Laboratory et tué personne, vous accéderez au boss final et à la fin de la route pacifiste. Si vous n'accomplissez pas toutes les quêtes annexes et que votre nombre de meurtres va de 0 à la population mondiale moins 1, vous accéderez au boss final et à la fin de la route neutre. Et enfin, si vous faites du roleplay dictateur allemand en 1939 qui arrive au bout de ses projets, vous accéderez au boss final et à la fin de la route génocide. 3 fins qui présentent toutes des variations, mais aussi des liens entre elles. Si vous acceptez un certain marché à la fin d'une route génocide, votre jeu sera altéré et vos prochaines parties vous montreront forcément des fins dites soulless, avec l'écran de fin de la route pacifiste qui est altéré. Si au départ le cas d'Undertale peut ressembler à celui de Nier Automata, avec différentes routes et le joueur qui revient à un point précis de l'histoire pour en vivre une différente, c'est surtout à la fin, lorsque du coup on apprend que la fin génocide va altérer les autres, qu'on réalise que c'est véritablement peut-être plus une boucle temporelle que simplement nous qui recommençons le jeu. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que tous ceux qui ont fait Undertale comprendront, et si c'est pas le cas, bah allez faire Undertale, le jeu est vraiment pas cher, fait par une seule personne, c'est une petite pépite qui dure une dizaine d'heures. Et en vrai, dans les cas de jeux qui laissent supposer une boucle temporelle scénaristique, je pourrais aussi citer l'excellente romance horrifique Doki Doki Literature Club, que aussi je vous conseille, même si là, âme sensible, s'abstenir. En restant dans l'aspect méta et en l'amenant encore plus loin, on pourrait aussi penser à Final Fantasy Premier du nom, qui suggère à la fin de son scénario que tout le jeu est en réalité une boucle. Une boucle qui redémarre à chaque début de partie, en étant enclenchée par un événement du prologue. Ces boucles scénaristiques sont présentes dans bien plus de jeux que vous ne pensez. Sonic Adventure 2 présente une boucle qui vous ramène en arrière une fois le premier scénario terminé, à la manière de Nier Automata. Et je ne citerai ici que Sonic Adventure 2 parce qu'on pourrait citer encore énormément de jeux. Ah, si,
Je me dois de mentionner Life is Strange parce que une certaine personne qui m'aide à bosser sur les vidéos voulait absolument que je le fasse. Mais je n'en parlerai pas plus, déjà parce que je ne veux pas vous spoiler, et de l'autre parce que je ne veux pas me spoiler vu que je ne l'ai pas fait. En revanche, des boucles se justifient dans le game design plus que dans le scénario. Prenons Echo, jeu d'infiltration sorti en 2017. Le principe du jeu est simple et très bien résumé par son titre. Votre ennemi principal sera vous-même, ou plutôt les échos de vous-même que vous laissez derrière vous. L'IA du jeu va s'adapter et adopter vos habitudes. Vous esquivez les ennemis en vous accroupissant derrière des éléments de décor? Ok, dans ce cas, au prochain niveau, les ennemis feront de même. Vous êtes du genre à foncer dans le tas et tirer partout? Dans ce cas, j'espère que vous êtes prêts à esquiver des pluies de balles. Et cette désagréable impression d'être face à soi-même peut donner l'impression de boucler dans le temps tout en faisant face à un miroir. Même si, en réalité, on est plus proche d'un mécanisme à la Cosmic Clone que d'une véritable boucle temporelle. Mais je sais ce que vous attendez. Vous vous rongez les ongles depuis ma première prononciation des termes boucle temporelle, alors on va en parler de Zelda Majora's Mask, et de Deathloop, et de Outer Wilds. Ces trois jeux présentent tous une boucle temporelle qu'ils placent au cœur de leur design. Leur conception est assez similaire. Les trois présentent une période de temps qui va s'écouler et dans laquelle un ou plusieurs objectifs doivent être accomplis. Dans Majora's Mask, il s'agira de compléter les 4 donjons. Dans Deathloop, d'éliminer les 8 cibles. Et dans Outer Wilds, de résoudre l'énigme majeure du jeu. Jusque-là, aucun problème. Mais regardez un peu plus près. La boucle de Majora's Mask dure 72 heures in-game, soit 72 minutes dans notre réalité. La boucle d'Outer Wilds dure 22 minutes in-game et en réalité. Et enfin, la boucle de Deathloop n'a pas de temps défini, mais le jeu est séparé en 4 périodes de temps in-game et il passe de l'une à l'autre dès que le joueur change de zone. Et là, il y a déjà un constat qui ressort. C'est pas énorme. Et je ne parle pas uniquement de Majora's Mask ou d'Outer Wilds. Prenez 12 minutes, qui a des boucles qui durent 12 minutes. C'est pas énorme, et ça se voit aussi avec la taille des zones de jeu. Deathloop est encore d'une taille assez raisonnable, ce qui est explicable par sa structure qui n'implique pas réellement de timer. En revanche, Majora's Mask propose lui une variété d'environnements assez faible pour un Zelda, et n'offre surtout que 4 véritables donjons à explorer. Du côté d'Outer Wilds, franchement, ça va. La carte est assez grande. Et enfin, 12 minutes se passe dans un petit appartement. C'est assez petit, et normalement, carte assez petite, X timer assez serré, ça donne des jeux qui sont courts. Et pourtant, d'après How Long to Beat, il faut 4 heures pour finir 12 minutes, 16 pour Outer Wilds et Deathloop, et une vingtaine pour boucler Majora's Mask. Il nous manque une donnée. Cette donnée, c'est la densité du contenu. Reprenons Outer Wilds. Oui, théoriquement, la map est tout sauf d'une taille ridicule. Surtout si on prend en compte la possibilité de sortir du système solaire. Mais Outer Wilds se passe dans l'espace. Et donc, facilement 80% de la taille du jeu, de sa carte, ne sert absolument à rien. Puisque tout le contenu est concentré sur la dizaine de corps célestes que contient Outer Wilds. Résultat, on est sur quelque chose de tout de même très dense, surtout que vous ne changerez que très peu d'objets célestes en cours de boucle. Pareil pour Majora's Mask. Oui, objectivement, il y a très peu de donjons et la map est plus petite que celle de Ocarina of Time. Mais le contenu annexe est bien plus conséquent, au point d'être jusqu'à Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, le Zelda qui possède le plus de quêtes annexes. Cette densité amène plusieurs avantages. Déjà, je l'ai dit, le joueur a un temps limité. Et temps limité, ça rime avec « j'ai pas le temps de faire des allers-retours à pied sur une map gigantesque ». Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Tout ça explique pourquoi les jeux à boucle, surtout ceux avec du temps limité, proposent des cartes assez petites, avec peu de missions qui vous demandent de grands déplacements. J'ai parlé d'Outer Wilds et de sa map concentrée sur des astres, mais Majora's Mask applique lui aussi cette structure. Pas mal de quêtes secondaires se déroulent dans l'une des 5 grandes zones majeures du jeu, sans vous demander d'en changer. Et c'est pareil pour le scénario, où vous ne devrez vous déplacer qu'une seule fois de zone à zone durant un arc scénaristique, après avoir obtenu Epona pour vous rendre à la Grande Baie des Auras. Bon, allez, ça peut monter à 3, si vous n'avez pas de baril de poudre pour aller au Rancho Romani, et si vous n'avez pas d'haricots avant d'entrer dans le puits d'Ikana. Mais c'est tout. Et il faut ajouter à cette densité et à ce faible nombre de déplacements, l'endroit où commence la boucle. Parce que le joueur doit aussi ne pas prendre longtemps à rejoindre l'endroit qu'il veut explorer durant cette boucle. Majora's Mask vous fait commencer au sud de Bourg-Clocher, partie centrale de la ville qui est elle-même centrale dans la map de Termina. Et en plus, au cas où ça ne serait déjà pas assez suffisant, Majora's Mask inclut un système de voyage rapide. Système de voyage rapide qui est peut-être d'ailleurs de trop, vu qu'aucune quête n'est exclusive au matin du premier jour, donc vous avez largement le temps de tout rejoindre tranquillement, et que tout passe sous silence l'excellent design de cette carte, mais passons. Outer Wilds ne vous fait lui pas commencer au centre de sa carte, mais sur un point excentré, la planète d'Âtre Bois,
qui est le deuxième orbite le plus proche du Soleil. Ce n'est pas le centre pur, mais la période des révolutions d'Âtre-Bois est suffisamment rapide pour ne pas vous gêner lors de votre exploration. La densité et la construction du jeu en boucle temporelle permet aux joueurs de vraiment mesurer et observer l'évolution du monde en fonction de leurs actions. C'est surtout présent dans Majora's Mask, qui joue beaucoup là-dessus. Plusieurs quêtes se jouent en 2 temps, ou d'autres permettent de déverrouiller d'autres quêtes. Les quêtes du Rancho Romani qui débloquent à terme celles se passant de Milk-Bar, ou la très célèbre quête d'Anju et Kafei. Ou je pourrais tout simplement citer la complétion des donjons qui bouleversent l'écosystème pour le reste de la boucle. Assainissement de l'eau du marécage Mojo, fonte des neiges de la montagne Goron, et refroidissement de l'eau de l'océan Zora. Et pour ce qui est d'Ikana... T'as cru quoi? Rien n'a changé, la putain de ta mère. T'as cru quoi? C'est quelque chose qui est très intéressant, puisque contrairement à un jeu à la temporalité plus classique, on peut réellement mesurer l'évolution de notre surface de jeu et les conséquences de nos actions. À chaque début de boucle, on reverra l'état initial du monde qu'on va pouvoir modifier à nouveau, soit en aidant une vieille dame, soit en finissant le jeu. C'est comme faire une expérience témoin en TP de chimie en fait. L'idée même de boucle temporelle permet aux joueurs de développer une idée de gestion temporelle. Et là c'est le moment où je sors que la gestion temporelle est la possible grande prochaine évolution du jeu vidéo, ce qui me permet de relier ce texte à son intro pour montrer que je suis le plus grand écrivain dans cette plateforme. Pas du tout. C'est présent depuis très longtemps dans le jeu vidéo, la gestion temporelle. Et mon niveau d'écriture, c'est de faire des blagues sur des robots qui chantent des chansons paillardes. Mais bref, l'idée même de gestion du temps dans un jeu est là depuis la nuit des temps. Dans un jeu comme Neon White, quand vous courez, sautez ou tirez, vous calculez et vous habituez au temps que prend chacune de ces actions, et vous vous adaptez à ça pour vraiment maîtriser le gameplay. Pareil pour ce que j'ai évoqué avec l'invincibilité de Pac-Man ou de Mario. Inconsciemment, dès que vous savez qu'elle arrive vers sa fin, vous devenez plus prudent. Et au sens large, un RTS ou un jeu de rythme sont de base beaucoup plus centrés sur une idée de gestion temporelle. Mais les jeux avec une boucle vont plus loin dans cette idée, en incluant une gestion de l'après. Par exemple dans Outer Wilds, si vous récupérez des infos sur les sablières à 7 minutes de la fin de la boucle, est-ce que vous avez le temps de changer de planète? Pareil dans Majora's Mask, je viens de débloquer l'accès à un donjon à la fin du 2e jour. Est-ce que j'ai le temps de le compléter? C'est quelque chose que faisait déjà Pandora's Tower, mais que les jeux à boucle poussent encore plus loin. Les deux jeux utilisent aussi leur boucle temporelle pour faciliter le traitement de thèmes assez profonds. Le temps qui passe et la mort. Déjà, la fin de leurs deux boucles sont marquées par des événements très traumatisants. La chute de la lune dans Majora et l'explosion d'une supernova dans Outer Wilds. On pourrait aussi citer The Sexy Brutal qui vous demande à chaque boucle de sauver quelqu'un. Votre mission est donc assez claire. Sauver ces gens, une mission qui sera renforcée par votre immersion, dans un monde certes plus petit qu'un jeu plus traditionnel, mais où chaque élément a donc pu bénéficier de bien plus d'attention. Chaque PNJ de Majora ou de The Sexy Brutal a son propre emploi du temps. On est bien loin des tas de pixels ou de polygones qui ne bougent pas, et il faudra attendre Breath of the Wild, sorti en 2017, pour revoir un semblant d'emploi du temps chez les PNJ de Zelda. Pour Outer Wilds, la position de scientifique étudiant le système solaire pose directement à cadre. Vous faites pleinement partie de ce monde et vous essayez d'en résoudre les moindres secrets en utilisant à votre avantage cette dimension temporelle. Cette méthode de design, qualitatif plutôt que quantitatif, est tout sauf propre au jeu à boucle temporelle. Par exemple, les premiers Silent Hill sont eux aussi très cloisonnés et pas franchement vastes, mais arrivent à incroyablement bien poser une ambiance et à immerger le joueur. Mais votre posture est ici très différente. Puisque vous allez revivre encore et encore ces événements, vous et votre personnage sont comme des spectateurs de ce monde que vous pouvez changer par petites touches. Et les thématiques qui abordent ces jeux résonnent bien plus en vous. À quoi bon essayer de se battre si tout revient à zéro? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt accepter la fin? Est-ce que la mort est vraiment une finalité en soi? Les jeux ont chacun leur réponse, je ne spoilerai rien, mais ça aide à bien plus poser cette thématique et à l'aborder en filigrane. Le joueur ne se verra jamais confronté directement à ce dialogue, mais au fur et à mesure du jeu, il va penser à ça forcément. Quand il verra des personnages en proie à des malheurs, quand il sera confronté à la mort bien plus de fois, il est vraiment questionné bien plus profondément que lors d'un jeu classique. Ce questionnement du joueur amène à l'avancée la plus importante des jeux à boucle temporelle. Avancée qui est surtout bénéfique aux développeurs. Avancée qui permet de définitivement mettre la main sur une variable que le jeu vidéo cherche à contrôler depuis le début, le joueur. Construire un jeu comme une boucle temporelle et y intégrer le game design de manière similaire à Outer Wilds ou Majora's Mask permet de jouer sur la psyché du joueur. Et de surtout s'assurer
que les sessions commencent et finissent au même endroit pour tout le monde. Parce que personne ne va quitter une partie d'Outer Wilds en plein milieu d'une boucle. Surtout que le jeu vous fera quoi qu'il arrive recommencer au début d'une boucle. Pour Majora's Mask, c'est pareil. Le jeu s'assure d'une nature cyclique et donc du fait que arrêter de jouer à la fin d'une boucle quand vous revenez au premier jour, c'est la meilleure option. Et avec ça, les jeux se débarrassent de ce fameux sentiment où on relance un jeu pour la première fois après ne pas y avoir touché pendant des mois, on se retrouve au milieu d'une cambrousse perdue et on ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est quelque chose que assez peu de jeux ont vraiment essayé de vraiment maîtriser. Là comme ça, je pourrais citer Asura's Wrath qui fait ça pour reproduire l'idée de la séparation d'épisodes d'un animé japonais. Et c'est tout. Et vous savez c'est quoi le plus fou? C'est que là, on a juste fait qu'explorer la surface. Je pourrais refaire une vidéo iceberg de 2h30 en expliquant à quel point les jeux à boucle temporelle sont super profonds et peuvent amener plein de choses. Surtout que là, je ne me suis concentré que sur 2 jeux, alors qu'il y en a des milliers avec des boucles temporelles. Reprenons Deathloop. Dans le fond, c'est quand même très proche de ce que propose Hitman. Un jeu où vous devez abattre des cibles, qui suivent un emploi du temps mine de rien assez strict, et où l'accent est mis sur la rejouabilité et l'énorme diversité d'assassinats. Hitman peut être une boucle temporelle, parce que quand vous recommencez un niveau, vous revenez au début d'une période temporelle, au début de l'emploi du temps des cibles. Pareil, un game over dans un jeu vous fait retourner en arrière, pour vous faire affronter le même challenge encore et encore, jusqu'à ce que vous parveniez à le surmonter. C'est une boucle temporelle, présente cette fois uniquement pour vous, à moins que le jeu ne traite thématiquement l'idée de l'échec via le game over. Dark Souls est une boucle temporelle, scénaristiquement par son multijoueur, mécaniquement par son gameplay. Pareil, un roguelite, qui se repose sur le principe même de répéter encore et encore les mêmes mécaniques, en vous faisant recommencer de zéro à chaque échec. Sans compter que des roguelites justifient ça scénaristiquement par une boucle temporelle, voire même par un simple avancement dans le temps. Et même, juste comme ça de base, le jeu vidéo sait refaire encore et encore les mêmes actions en boucle. J'ai parlé de FF1 un peu plus tôt, mais l'objectif majeur d'un jeu est de vous installer dans une routine, dans un cycle, pour vous faire vivre une aventure via des mécaniques simples que vous allez répéter encore et encore. Et si certains tirent parti de ça pour essayer de vous soutirer le plus d'argent possible, pour le reste, c'est un constat qui est assumé. Le jeu vidéo n'a pas besoin de plus développer son aspect temporel, parce qu'il est construit dessus depuis son tout départ, depuis plus de 50 ans. Le jeu vidéo est une boucle temporelle, tout en étant l'art qui épouse peut-être le mieux cette dimension si particulière.